Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invitée est Valérie Pécresse, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puis du budget également, ancien porte-parole du gouvernement de François Fillon, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également députée UMP des Yvelines et vous êtes aussi le leader de l'opposition UMP au Conseil régional Île-de-France. Vous venez de publier un livre, Voulez-vous vraiment sortir de la crise, aux éditions Albin Michel. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Benjamin Rosier pour RCF. Bonjour. Et par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Alors une première question, Valérie Pécresse. Notre Assemblée nationale nous transmet de drôles d'échos ces derniers temps. Nous avons eu le caquetage d'un député UMP en présence d'une députée écologiste. Et puis nous avons eu cette erreur de vote assez hallucinante de députés socialistes. Notre Assemblée nationale se porte-t-elle si mal, Valérie Pécresse ? La question, c'est vraiment quelle image nous donnons de la représentation nationale au peuple français. Et je crois que l'exemplarité fait partie de ce qu'on doit demander, de ce qu'on doit exiger des députés. Donc, là, on est loin du compte. Mais oui, mais il faut vraiment pas non plus caricaturer le travail des députés. Hier, nous étions en commission des finances, nous avons travaillé toute la journée sur des amendements sur le budget qui vont impacter la vie de tous les Français. Cette semaine, c'est aussi l'examen du projet de loi sur les retraites. Donc l'Assemblée nationale traite de sujets graves. Elle les traite avec le sérieux qui est nécessaire. Est-ce que vous regrettez ce que certains appellent un certain machisme des députés aujourd'hui ? Le machisme de la vie politique, on pourrait écrire des dictionnaires dessus. On en a toutes été victimes à un moment donné. Ça va avec la brutalité du monde politique qui joue sur les failles de chacun. Et être une femme, c'est visiblement une faille pour certains. Merci. Laurent de Boissieu, une première question pour La Croix. Oui, vous aviez été un des principaux soutiens de François Fillon pour la présidence de l'UMP. Aujourd'hui, les grandes manœuvres ont commencé pour la présidentielle de 2017, avec une primaire prévue en 2016. Est-ce que ce soutien à François Fillon pour la présidence de l'UMP vaut forcément soutien ensuite pour la présidentielle et pour la primaire présidentielle ? Et d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que cette question du leadership, elle sera tranchée en 2016. Et aujourd'hui, ça n'est pas le temps de la bataille des égaux. Moi, je dis non à la guerre des chefs. 2013-2014, ça doit être le temps de la bataille des idées. Il y a un chef aujourd'hui à l'UMP. Qui est une bataille beaucoup plus cruciale pour nous. Il faut un chef pour ces batailles-là. Même si c'est une bataille des idées, il faut un chef. Et on dit qu'à droite, il y a la culture du chef aussi. Oui, mais la culture du chef, c'est d'abord une question d'idées. On doit reprendre le leadership sur les idées. Aujourd'hui, le gouvernement de François Hollande a une certaine idée de la justice qui n'est pas la nôtre. C'est un exemple concret. Mais pour nous, la justice, c'est d'abord ceux qui, par leur mérite, par leur effort, par le travail, font davantage et qui doivent être davantage récompensés. Discutons-en. Est-ce que c'est la justice de développer un système où ceux qui ne travaillent pas finissent par gagner davantage que ceux qui travaillent? Nous pensons que non. Moi, je crois que nous devons nous battre, puisque on a souvent des vocabulaires guerriers en politique, nous battre pour une droite des valeurs, une droite des idées, une droite qui reprend un leadership, j'allais dire, culturel. Et c'est d'abord là-dessus qu'on attend les quadragénaires de l'UMP, et c'est là-dessus, en tout cas, que j'ai souhaité axer mon livre. Benjamin Rosier, RCF. Mais François Fillon a quand même voulu, apparemment, rompre avec Nicolas Sarkozy et clairement se différencier par rapport à l'ancien président de la République. Aujourd'hui, franchement, ces joutes sont stériles. Qu'elles viennent de l'un, de l'autre, elles sont stériles. Aujourd'hui, nous sommes en campagne municipale. Nous avons des candidats sur le terrain qui défendent des projets, qui défendent une alternance à la gauche. Parce qu'on a entamé la longue marche de l'alternance. Moi, je rencontre beaucoup de Français qui me disent « ça ne va pas durer 4 ans comme ça ». Le chômage, la montée du communautarisme, la montée de la violence, la montée, l'overdose fiscale, la baisse du pouvoir d'achat, ça ne peut pas durer 4 ans. Alors je leur réponds si, ça va durer 4 ans parce que nous avons une stabilité institutionnelle qui fait que oui, le gouvernement sera en place 4 ans. Mais la longue marche de l'alternance, elle commence maintenant avec la bataille des municipales, avec la possibilité de dire stop au gouvernement en votant pour des équipes d'alternance aux municipales. Ensuite, il y aura les régionales, ensuite les européennes, les régionales. Donc, à chaque fois, on peut
petit à petit construire une maison de l'alternance, mais on la construira sur les idées. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons plus d'autorité dans la société? Est-ce que nous voulons affirmer la liberté d'entreprendre comme une valeur? Est-ce que nous voulons la stabilité fiscale et la confiance? Donc sur tous ces sujets, il faut qu'on s'exprime et qu'on s'exprime sur le fond. Laurent de Boissieu-Lacroix. Vous avez parlé des régionales, vous êtes chef de, actuellement le leader de l'opposition de droite à la majorité socialiste en Ile-de-France. Est-ce que vous craignez une division de la droite régionale? On voit aujourd'hui Jean-Louis Borloo qui a créé l'UDI, qui veut faire une liste aux européennes distincte de celle de l'UMP. Est-ce que vous pensez qu'au régional, s'il y a une liste UDI d'un côté et une autre liste UMP, sans doute conduite par vous-même, est-ce que ça obère forcément les chances de la droite de l'emporter, de reconquérir la région? Valérie Pécresse. Aujourd'hui, l'important, c'est vraiment de montrer les défaillances de cette région. Aujourd'hui, gaspillage, clientélisme, défaillance, c'est ça la politique de la région. On n'arrive pas à créer de l'emploi, on est en train de prendre l'argent de l'apprentissage pour le mettre sur des emplois jeunes dans le secteur non marchand. On est en train de couper cette voie d'avenir qui est l'apprentissage pour les jeunes avec un vrai métier. Sur le Grand Paris, on a un gouvernement qui s'apprête à rogner les ailes du Grand Paris. Donc on est sur moins de transport, moins d'emplois. Voilà le bilan de la région avec par contre des saupoudrages de subventions totalement clientélistes. J'ai eu l'occasion de soulever que financer la promotion de l'olive palestinienne en Ile-de-France ou lutter contre la toxicomanie à Jérusalem, ça ne faisait pas partie des priorités du Conseil régional aujourd'hui. Aujourd'hui, ces priorités, ça doit être l'emploi, ça doit être la jeunesse, ça doit être les transports, ça doit aussi être la sécurité qui permettra le développement économique dans toutes les banlieues et dans tous les villages d'Île-de-France. Donc voilà, on a une région qui est profondément défaillante. Et je le dis, je veux incarner une autre politique, une politique d'emploi, une politique pour les jeunes, une politique de sécurité et de développement économique. Voilà, ce sera une autre politique. Mais peut-elle être majoritaire, cette autre politique, si la droite part aux élections régionales avec plusieurs listes? Et en gros, est-ce que l'UDI doit forcément partir avec l'UMP aux élections régionales, ou est-ce que vous pensez que l'UMP peut gagner seul? D'abord, il faut réunir l'UMP. Réunir sa famille politique. Et vous avez vu n'est pas une mince affaire, visiblement, Valérie Pécresse. Non, et vous avez vu que j'y travaille tous les jours. Et d'ailleurs, j'ai eu la grande satisfaction de voir que Roger Carucci, avec lequel nous avions été, j'allais dire, en concurrence il y a quelques années, aujourd'hui me soutient et appelle à une liste unique. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'UMP est rassemblée en Ile-de-France. Et j'allais dire, donnons peut-être le modèle de cette UMP rassemblée en Ile-de-France à l'UMP nationale, parce qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons des candidats d'union partout dans les territoires. Après, la question de l'alliance avec le centre, elle se posera bien en fonction des circonstances politiques. Ça peut être utile d'avoir une liste centriste dans une élection et de se retrouver au deuxième tour. Ça peut aussi être totalement contre-productif si, par exemple, le Front National était trop haut. Donc tout ça dépendra vraiment de la situation politique en 2015. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on travaille la main dans la main avec nos alliés centristes et qu'aujourd'hui, évidemment, tous ceux qui veulent l'alternance à François Hollande, l'alternance à Jean-Paul Huchon devront se retrouver au deuxième tour. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Est-ce qu'il n'y a pas une crise plus profonde quand même du système? On parle de l'effacement général des partis aujourd'hui, après ce qui s'est passé par exemple à Brignoles, où l'UMP a fait un score divisé par 2 par rapport à ce qu'il aurait pu faire avant face au Front National. Il y a un effacement général des partis, une sorte de délitement du système, et vous parlez de maison de l'alternance, ça prendra du temps de construire des idées, mais il n'y a pas une situation d'urgence aujourd'hui quand même? Valérie Pécresse. Si j'ai pris 9 mois pour écrire et mettre noir sur blanc un certain nombre d'idées pour refonder l'école, refonder la formation, redonner de l'emploi, lutter contre l'hyper-précarité des stages, faire une vraie réforme de la justice qui ne serait pas la réforme Taubira, si j'ai pris ce temps-là, c'est parce que je crois que notre rôle à nous, les quadragénaires, c'est de présenter une droite profondément réformiste, c'est de présenter une droite profondément progressiste, mais progressiste au sens humaniste du terme. Je crois que c'est sur les idées qu'on doit débattre aujourd'hui. La droite du point de vue des idées, parce qu'on a l'impression que la droite est un peu une épave intellectuelle. Ah non, je crois que la droite... On vous attend sur l'Europe, on vous attend sur les retraites, on vous attend sur beaucoup de sujets. On attend la droite et elle est peu audible en ce moment. Attendez, sur les retraites, la droite est très claire. Que dit la droite sur les retraites? Elle dit qu'il y a un pacte de confiance passé avec les retraités qui fait qu'ils ont droit à leur retraite dans les conditions
du pacte qui a été signé avec eux. Il y a un autre pacte avec les actifs qui dit qu'on ne doit plus aujourd'hui demander aux actifs de cotiser davantage. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une situation où les jeunes générations payent trop pour leurs aînés. Voilà, donc ni hausse de cotisation, ni baisse des retraites, ça veut dire travailler plus. Et pour ça, il faut que le travail paye davantage. Toute notre politique doit être faite en sorte que le travail paye. Donc le mérite. La droite, c'est l'argent, quoi. Non, mais c'est le travail qui mérite. paye, c'est l'argent. Non, Ce ne sont pas les idées, ça. C'est le mérite, dites-vous. C'est le Valérie mérite, Pécresse. c'est le mérite et c'est l'effort. Et La les idées- justice, les c'est idées- le mérite et l'effort. Vous savez, c'est important. Non, mais la valeur travail est une belle valeur. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais même dans les écritures, la valeur travail est reconnue. Ne vous comme excusez telle. pas, Valérie Pécresse. Donc, non, mais je le dis parce Oui. que non, mais c'est pas la valeur argent, c'est la valeur reconnaissance, c'est la valeur récompense. Et par ailleurs, la liberté, l'autorité, la justice sont les valeurs que nous devons réaffirmer et défendre dans une société qui est totalement en perte de repères. Hier, nous étions sur le budget et nous avons parlé de famille. Nous avons parlé de famille et nous avons parlé d'une politique fiscale qui s'attaque délibérément aux familles. Vous savez, c'était intéressant le débat que nous avons eu hier, parce que dans les simulations que le gouvernement nous a présentées, on voyait ce que sa politique fiscale, quel impact elle allait avoir sur les personnes célibataires sans enfants, avec un enfant, avec 2 enfants, avec 3 enfants. Il n'y avait pas de simulation au-dessus de 3 enfants. Ça veut dire qu'en réalité, le gouvernement n'a pas calculé l'impact sur les familles qui décideraient, c'est leur choix, d'avoir plus de 3 enfants. Ça montre une chose, ça montre qu'on est en train de détricoter ce qui fait le sel de notre politique familiale, c'est-à-dire compenser pour les familles qui décident d'avoir plus de 3 enfants ou 2 enfants, les surcoûts de la charge de ces enfants. Benjamin Rosier, RCF. On voit que les thèmes de prédilection du Front National font mouche pour une part croissante de Français, à en croire certains sondages, le dernier dans le Nouvel Observateur. Est-ce que, finalement, vous considérez dans ce temps de projet, vous le dites, qu'à l'UMP, on comprend qu'une part du diagnostic fait par le Front National est juste sur des Valérie thèmes Pécresse. connus, immigration, sécurité, sans acquiescer les solutions? Et je vais vous dire très simplement, le Front National, il se nourrit des problèmes. Il n'apporte jamais de solution aux problèmes. Moi, je me souviens très bien du cas de la burqa. Vous savez, ce voile intégral. Madame Le Pen a été la première à commencer à dénoncer le phénomène, ou en tout cas, à amplifier le rejet de ce phénomène. Mais quand il s'est agi de voter l'interdiction de la burqa dans l'espace public, la famille Le Pen, Jean-Marie Le Pen a dit, lui, s'il était député, il ne voterait pas cette interdiction au nom de la liberté d'aller et venir. Donc si vous voulez, c'est là qu'on voit tout le paradoxe du FN. Le FN se nourrit des problèmes, mais n'apporte jamais les solutions. On n'a aucune solution. Si la solution au problème économique de la France, c'était la sortie de l'Europe et de l'euro, ça se saurait. Ça se saurait. La sortie de l'euro n'aurait qu'une seule conséquence dans un pays surendetté comme le nôtre, c'est l'effondrement de la monnaie, l'hyperinflation, la baisse du pouvoir d'achat et la ruine. Voilà la solution du Front National. Donc en réalité, ils se nourrissent de la baisse du pouvoir d'achat, ils se nourrissent du ras-le-bol fiscal, ils se nourrissent de la montée de l'insécurité et ils ne proposent que des solutions qui ne peuvent pas marcher. Donc les seuls qui représentent l'alternance, c'est l'UMP. Alors à l'UMP, de ne jamais avoir peur de traiter des problèmes. J'ai un chapitre entier sur l'immigration, où je dis les choses, où je dis que, par exemple, il faut revoir notre droit d'asile. Le droit d'asile est quelque chose d'extraordinairement précieux. Et nous devons évidemment le sauvegarder. En même temps, les détournements de la loi et les abus sont légion. Avoir 1 an d'attente entre le moment où un demandeur d'asile débarque sur notre sol et le moment où on statue sur son sort, eh bien, ça laisse tous les abus de droit possibles. Et ça laisse aussi toutes les situations de précarité et d'indignité possibles. Laurent Boissier, Lacroix. Le FN pose quand même un problème à l'UMP. Est-ce que l'UMP pourra tenir longtemps sur la ligne pas d'alliance, qui est la ligne nationale et tout le monde est d'accord là-dessus, avec une base, qui ont les intentions de vote, les sondages le montrent, une base qui, elle, est pour des alliances avec le Front National. Est-ce que l'UMP peut tenir cette ligne-là en décalage avec ses sympathisants, ses électeurs, qui majoritairement, a priori, dans les sondages, souhaitent une alliance avec le FN? On le voit d'ailleurs, François Fillon lui-même a évolué, il a été le premier dirigeant de droite, vous l'aviez soutenu, pas ce point-là, mais à la présidence de l'UMP, a évoqué la possibilité, dans une configuration particulière, de pouvoir voter pour un candidat FN. D'abord, je suis une femme politique libre,
J'ai mon parcours, j'ai mes idées, et si j'ai soutenu François Fillon pour la présidence de l'UMP, ça ne m'empêchera jamais d'être totalement franche avec lui. Je suis proche de lui, je partage son diagnostic sur la société française. Je pense qu'il faut un sursaut national. Je pense qu'on ne s'en sortira pas sans travailler davantage et dépenser moins, et je pense que pour faire ça, il faudra prendre des décisions. Je pense que sur l'école, on ne s'en sortira pas et on n'apprendra pas à lire, écrire et compter aux enfants de France sans profondément réformer l'école. Je pense que sur le travail, de la même manière, on ne sortira pas de l'ultra-précarité sans assouplir le droit du travail. Il y a plein de sujets sur lesquels... Jean-François Copé est d'accord avec ça, a priori aussi. Écoutez, je ne l'ai jamais entendu s'exprimer sur l'école et sur la réforme de l'école, ni exactement sur la réforme du droit du travail. Mais peu importe, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que pense l'UMP, la famille politique. Donc vous disiez, je suis proche de François Fillon, mais... Je suis proche du diagnostic de François Fillon, mais je suis une femme libre. Sur cette question du FN, j'ai mon idée, mes idées, et elles sont intangibles, elles ne changeront pas. Le Front National, ça n'est pas mes valeurs. Voilà. Le Parti Socialiste, ça n'est pas mes idées. Mais pour l'alternance au Parti Socialiste, je ne sacrifierai pas mes valeurs. En cas de duel FNPS au second tour, c'est une hypothèse qui s'est déjà retrouvée dans le passé présente, vous voteriez quoi? Mais c'est simple, moi je lutte contre tous les extrêmes, et je lutte contre ceux qui s'allient avec eux et qui font alliance avec eux. Ce que je n'ai jamais accepté, et je le dis en tant qu'ancien ministre de l'Université, c'est que quand l'extrême gauche bloquait les facs, bloquait en toute illégalité, j'ai demandé 20 fois aux députés socialistes, y compris Emmanuel Valls qui siégeait à l'époque à l'Assemblée nationale, de condamner ces exactions, de condamner les prises d'otages des présidents d'université, de condamner ce qui était toutes les dégradations, tous ces actes qui empêchaient les étudiants d'étudier. Il n'y a jamais eu une condamnation de la violence de la part du Parti socialiste. Alors moi, je n'accepte pas les leçons de morale d'un Parti socialiste qui s'est allié depuis longtemps avec l'extrême gauche et qui utilise l'extrême gauche pour déstabiliser le pays. Le Front de gauche et les trotskistes. Vous mettez le PCF Je mets le Front de gauche qui a un discours aujourd'hui de violence et de haine. Je le mets aussi. Quand on dit il faut aller faire les poches des riches, excusez-moi, je ne considère pas que ce soit un discours républicain et ce n'est pas mes valeurs. Voilà. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous retrouvons notre invitée Valérie Pécresse. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face aux chrétiens. Notre invitée aujourd'hui, Valérie Pécresse, ancienne ministre du Budget, de l'Enseignement, de la Recherche, ancienne porte-parole de François Fillon. Aujourd'hui, auteur d'un livre, Voulez-vous sortir de la crise aux éditions Albin Michel. Elle est interrogée aujourd'hui par Laurent Boissieu pour La Croix, Benjamin Rosier pour RCF et Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. C'est Louis Dauphren qui ouvre le feu de cette deuxième partie de Face aux chrétiens. On parlait à l'instant des idées de la droite. Vous êtes prononcé pour l'ouverture des magasins le dimanche. Puisque sur votre circonscription, faut-il le rappeler, il y a Vélizy 2, un centre commercial important. Est-ce qu'aujourd'hui, s'aligner en fait sur la pression qu'exercent les commerçants pour que l'on consomme davantage, est-ce que c'est une attitude en fait qui tient compte justement de cet héritage intellectuel de la droite qui donne une part aussi importante à une idée de l'homme, une idée de la collectivité qui tient compte du religieux, de la famille, comme vous l'avez dit d'ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Alors, permettez-moi de vous contredire légèrement. Je ne suis pas pour la généralisation de l'ouverture des magasins le dimanche. Je l'ai dit, je l'ai redit et je l'ai re-redit. Non, mais vous avez dit, je milite depuis des années pour un changement de législation pour l'ouverture des magasins le dimanche dès lors qu'il y a un accord gagnant-gagnant avec les salariés. Dans les grandes métropoles et les lieux de consommation qui sont spécifiques. Et c'est la proposition de loi que j'ai déposée avec Luc Châtel. Pourquoi? Mais tout simplement parce que je crois qu'il y a des conditions de vie en Ile-de-France, pas spécifiquement à Vélizy-Villacoublay, en Ile-de-France qui sont particulières. Quand on a 2 heures de transport par jour, qu'on a une famille, qu'on a des enfants à élever, qu'on travaille, parce que les femmes en Ile-de-France travaillent massivement, eh bien, il ne nous reste que le samedi pour faire ses courses. Et on se retrouve dans des centres commerciaux bondés à faire des courses de manière désordonnée, compulsive. C'est pas comme ça. C'est une question de qualité de vie qui est très spécifique aux grandes métropoles. Aujourd'hui, si on veut avoir du temps pour sa famille, si on veut avoir du temps pour soi, si on veut justement ne pas consommer de manière compulsive le samedi après-midi dans des centres commerciaux bondés, il faut qu'on ait un petit peu plus de souplesse. Alors il se trouve que cette demande de souplesse de la part des familles est aussi relayée par un certain nombre de jeunes, de salariés qui ont envie de travailler davantage en ce moment parce que les questions de pouvoir d'achat sont aussi importantes pour elles. J'ai été ministre des étudiants. Beaucoup d'étudiants préfèrent travailler le dimanche où ils sont payés 2 fois plus pour pouvoir étudier dans la semaine. Mais c'est très spécifique
aux grandes métropoles. Il n'est pas question pour moi de généraliser l'ouverture des magasins le dimanche dans des villes de province où la vie est plus douce, où les rythmes de vie sont différents. Est-ce que le problème n'est pas là justement ce rythme Laurent de Boissieu. vie où en effet il y a 2 heures de transport par jour, c'est mon cas Bien et sûr, que beaucoup de bien personnes sûr, en Ile-de-France, bien sûr. où en effet les étudiants doivent travailler parce que sinon pour payer leurs études ou parce que sinon ils ne peuvent pas payer un logement, notamment en Ile-de-France. Mais ça a Est-ce que le toujours problème été de le cas. fond n'est pas là? Monsieur C'est la vie Boissieu- qui est monsieur- folle, c'est la vie qui est folle, Valérie Pécresse. Alors, sur la question des études, vous savez que nous sommes le pays où les frais de scolarité des étudiants sont les plus faibles. Et il a toujours fallu aux étudiants... En université. Ah oui, Après, en il y a- université. En il y a les grandes université. écoles. Mais c'est... Oui, mais... Et même les petites sont très chères aussi. L'université, c'est la responsabilité de l'État. Et j'ai choisi, en tant que ministre, de ne pas augmenter ces frais d'inscription. Je l'ai choisi parce que l'État sous-investissait dans l'université et que je ne voulais pas faire payer la défaillance historique de l'État dans le financement universitaire par les familles, et notamment par les familles nombreuses. Bon. Mais pourquoi j'ai demandé ça ? J'ai demandé ça en sachant que l'État augmenterait les budgets des universités. Donc on a augmenté la part des financements universitaires. Je dis ça, les étudiants ont toujours dû gagner un peu leur vie en faisant leurs études. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que quand on est étudiant, on a envie aussi de prendre son indépendance, et vous savez que là, on touche à une autre question cruciale en Ile-de-France, celle du logement et du coût du logement en France. Alors oui, en Ile-de-France, la vie devrait être plus douce. Oui, on devrait avoir de meilleurs transports. Oui, on devrait avoir un meilleur logement. Mais ça renvoie à une autre élection, c'est celle de 2015. Benjamin Rosier, RCF. Alors, je change de sujet. Parlons de la liberté de conscience des maires dans le cadre de la loi du mariage pour tous. Le Conseil constitutionnel a mis en délibéré sa décision au 18 octobre. Là-dessus, est-ce que vous pensez qu'une telle QPC, question prioritaire constitutionnalité, là-dessus est recevable, légitime ? Alors je ne sais pas si ça relève de la Constitution, mais pour moi ça relève de l'engagement du président de la République. François Hollande est allé voir les maires à l'Assemblée des maires de France et leur a dit « je vous donnerai la liberté de conscience ». Mais ensuite, on n'en a plus entendu parler. Mais voilà. Il s'est un peu rétracté ensuite. Non, mais un peu rétracté, pour oui. moi, c'est un engagement d'honneur pris par le président de la République sur une question qui l'engageait vis-à-vis d'élus de la République. Voilà. Donc je comprends que les maires souhaitent que cet engagement pris par le président de la République puisse être honoré, puisque le président de la République s'était engagé. Et je crois que la parole publique, la parole de l'homme politique ne peut être respectée lorsqu'elle est totalement changeante. Alors, le cas extrême aujourd'hui, c'est la bougeotte fiscale hallucinante de ce gouvernement, qui a des conséquences économiques absolument majeures. Attendez, avant de partir sur les impôts, Oui, mais, il y a comme cette question très importante. Oui, mais vous savez, les impôts, alors, vous allez me dire, c'est encore va en l'argent. parler, évidemment, Mais mais- les impôts, c'est aussi le pacte social, c'est aussi donner pour la C'est clair. solidarité. Donc, ce qui se passe pour les impôts, c'est passé avant, et c'est passé sur une question intime et de conscience, qui était cette liberté de conscience des maires. Benjamin Je réitère ma Rosier. question, est-ce que c'est recevable au niveau de la conformité à la Constitution ? Parce que certes, il y a eu la parole de François Hollande, mais qui s'est rétracté ensuite. Est-ce que c'est recevable ? Ça, je serais Parce bien... que ça créerait un précédent qui pourrait être utilisé pour n'importe quel projet de loi, pour n'importe quelle Oui, loi. je On suis- n'appliquerait plus en tant qu'agent de... Je ne suis pas agent de la République. spécialiste enfin, j'ai Oui, été vous dans le avez- passé. oui, J'ai été dans le Droit passé constitutionnel. spécialiste de droit public, Oui, mais là, oui. en l'occurrence, je crois que c'est un cas tout à fait, On vous sent perplexe. atypique. Oui. Je ne Oui. suis pas certaine que ça relève du droit constitutionnel. Pour Vous moi, sauriez ça relève pourquoi plus de l'engagement Et interpersonnel. vous, personnellement, qu'est-ce que vous seriez, Laurent qu'est-ce que Boissieu. qu'est-ce que vous souhaiteriez pour les maires ? Voilà. Est-ce que vous souhaiteriez que les maires puissent dire, ben non, moi je ne célèbre pas, moi personnellement, ou est-ce que vous souhaiteriez que les maires puissent dire, moi dans ma commune, il n'y aura pas de mariage homosexuel ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Ah non, mais la Qu'est-ce que loi de vous la- dites aux élus de votre Moi, je suis circonscription une républicaine avant tout. La loi de la République s'applique sur tous les territoires, donc on ne peut pas exonérer une commune de l'application de la loi de la République. Y compris celle-là. Mais toutes les communes doivent appliquer la loi. Ça, c'est une certitude. Après, C'est ce qu'on que puisse demandent certains. imaginer. Oui, mais personnellement- Enfin, il y a des tas de lois d'exception. Prenez Mayotte, par exemple, la loi de 1905 ne s'applique pas dans les dom-toms, hein, par exemple. Le Il y a des tas contexte de lois particulier, d'exception. nous ne sommes pas dans Il y les a des tas de seuls. non, contextes. les territoires Ouais. d'outre-mer ont des lois particulières. La République C'est la est beaucoup plus Constitution. divisible C'est qu'on la le dit, hein. Constitution qui dit que les territoires Ouais. d'outre-mer peuvent avoir Ouais. des lois particulières. Non, mais là, en l'occurrence, Oui, mais- non. Non, mais vous dites qu'il faut appliquer prenons les lois. des lois de conscience, des lois sur. C'est comme si vous me disiez la peine de mort, l'avortement, sont des lois enfin, sont des sujets sur lesquels on devrait avoir plusieurs lois sur la République. C'est pas possible. On a des lois sociétales, la loi doit s'appliquer partout sur le territoire. Maintenant,
je vous le dis, c'est François Hollande lui-même qui a soulevé la question de la liberté de conscience des maires, comme il a évoqué un parallèle avec la liberté de conscience des praticiens hospitaliers. Je veux dire, c'est lui-même qui a soulevé cette question, à lui de tenir ses engagements. Donc vous attendez la décision du Conseil constitutionnel? J'attends la décision du Conseil constitutionnel en n'étant pas certaine que ce soit lui qui puisse la régler. C'est à François Hollande, en réalité, qu'il faudrait, qu'il relèverait de régler cette question. Laurent de Boissieu, La Croix. Une question plus globale, on parlait du combat des idées pour les prochaines échéances. Est-ce que la droite n'est pas d'abord confrontée à un problème de crédibilité? Que ce soit François Fillon ou Jean-François Copé, on voit que sur plusieurs points de programme, donc je ne suis plus sur les hommes, mais vraiment sur ce qu'ils proposent, par exemple les 35 heures, on voit très bien que la droite finalement veut faire aujourd'hui ce qu'elle n'a pas fait hier au pouvoir. Alors est-ce que ce n'est pas le principal souci de l'UMP, cette crédibilité devant les électeurs, parce que vous dites-vous aux électeurs qui vont vous dire mais vous n'avez pas fait hier, pourquoi le feriez-vous demain? Écoutez, c'est exactement la question qui m'a conduit à écrire mon livre. Que me disent les Français que je rencontre dans la rue? Ils me disent arrêtez de vous opposer, proposez. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Et ensuite, quand on dit mais on propose plein de choses, ils nous disent mais vous avez été 10 ans au pouvoir, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et qu'est-ce qui nous prouve que si on vote pour vous, vous allez le faire? Mais de quoi avez-vous eu peur, Valérie Pécresse, au pouvoir? Eh bien, c'est... De la rue, des lobbies? Alors, d'abord, j'explique dans le livre qu'on a fait énormément de choses. Et je tiens à le redire parce que j'ai été fière d'appartenir à un gouvernement qui a, pour la première fois, réformé des systèmes qu'on imaginait irréformables. Notamment bouger la retraite, l'université, mais bouger la retraite de 60 à 62 ans, c'était briser un extraordinaire tabou. Faire un conseiller territorial pour rapprocher le département et la région, là aussi, c'était essayer d'aller contre le lobby des élus, faire bouger enfin le millefeuille territorial. Bon, toutes ces réformes, évidemment, sont balayées d'un revers de main par la gauche aujourd'hui. Mais c'est d'ailleurs dommage. Quand on voit Mme Merkel, elle poursuit les réformes de ses prédécesseurs, celles qui sont bonnes. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté? D'abord, il y a une violence paralysante de la société française. Dès qu'on propose une réforme, on est un pays conservateur et révolutionnaire. Et l'alliance de ce caractère révolutionnaire avec notre caractère un peu conservateur fait qu'on a beaucoup de mal à porter un mouvement de réforme et à accompagner un mouvement de réforme. Nous avons besoin de la France silencieuse. Voilà. Et c'est intéressant parce que je pense que cette France silencieuse qui ne s'exprimait pas, dans les mouvements universitaires, je raconte les 170 évacuations de fac, la peur d'un Malik Oussekine, le moment où le ministre doit décider. Bon. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on faisait par Internet un sondage anonyme auprès des étudiants, vous aviez 70% des étudiants qui répondaient qu'ils étaient contre le blocage. Et en AG, en Assemblée Générale des étudiants, vote à main levée, tout le monde était pour le blocage. C'est comme ça depuis 2 générations. C'est l'intimidation. On le sait. C'est l'impuissance de la droite à s'attaquer à l'éducation nationale, ce qu'elle n'a jamais fait. Non. Pas plus qu'à la culture aux médias d'ailleurs. Écoutez, preuve que non. On a tenu face à 9 mois de mouvement pour les facs. Pour l'université, la réforme de l'éducation nationale. Alors, sur le lycée, on n'a pas réussi. Ouais. On n'a pas réussi. Pourquoi? Et c'est tout ce que j'explique. C'est que je pense qu'il faut faire la pédagogie des réformes en amont. Si on n'explique pas pourquoi il faut réformer le lycée, pourquoi il faut réformer, d'abord il faut commencer par réformer le bac. Le baccalauréat est un examen de passage absolument indispensable, un rite initiatique indispensable. On a supprimé le service militaire, il ne faut surtout pas supprimer le bac. Mais en revanche, on ne peut pas avoir un bac avec 12 matières et 38 coefficients, où on peut avoir plus de 20 sur 20 à la fin avec les options. Il faut un bac, j'allais dire, beaucoup plus resserré, où on arrête de bachoter, où on apprenne vraiment, où on approfondisse vraiment les matières. Et si on n'a que 6 matières au choix des élèves, à ce moment-là, on reformate le lycée autour de socles de matières et de quelques options. Et tout l'argent qu'on arrive à débloquer, tous les moyens humains qu'on arrive à débloquer, on les remet sur le primaire et le collège pour apprendre à lire, écrire et compter à tous les enfants de France. Et les syndicats, ils vont dire quoi, Valérie Pécresse? Mais ils seront contre. Mais la France doit être pour. Les syndicats face à la France, mais ce sont des minorités qui tiennent le pays. La France doit s'exprimer. La France doit s'exprimer. Les Français doivent dire si leur projet à eux, c'est pas d'abord que tous les Français sachent lire, écrire et compter. On a encore les statistiques. On est parmi les moins bons de l'OCDE sur l'illettrisme. Et ça empêche des gens de réussir leur vie, des Français de réussir leur vie. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on essaye aujourd'hui d'avoir un débat. Alors on va me dire, ah oui, mais alors c'est technique l'éducation. Mais non, c'est pas technique.
C'est avant tout politique, profondément sociétal. Laurent de Boissieu, Lacroix. Petit retour en arrière, mais question courte et réponse courte. Si la droite revient au pouvoir en 2017, quel est votre souhait pour la loi Taubira? Abrogation ou vous conservez la loi? La loi Taubira qui Sur le mariage pour tous. Sur le mariage pour tous. Alors, moi j'aimerais aussi qu'on parle 5 minutes de la loi sur la justice, Taubira. Alors, la on va en deuxième, parler, la loi mais Taubira répondez, 2. s'il vous plaît, à la question Alors, de Laurent Boissieu. sur la loi sur le mariage Oui. pour tous, moi je pense que ce sera très difficile de revenir sur cette loi. Et je l'ai dit, ce sera très difficile parce qu'il y aura des situations qui se seront créées du fait de cette loi. Il y aura des familles qui auront des enfants. Et je pense que, voilà... Pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Louis Dauphren. Oui, mais un enfant. Vous savez, il y aura des situations de fait. Il y aura des situations de fait, et il y aura des enfants qui auront 2 parents de même sexe et qui auront été élevés pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans par ces Donc parents-là. vous dites, on fait quoi avec ces... Je pense qu'il faudra de toutes les façons qu'on fasse des états généraux de la famille et qu'on regarde tout ce que la gauche aura détricoté, que ce soit en matière de droit, que ce soit en matière financière, et qu'on regarde vraiment, j'allais dire, ce qu'on veut, nous, comme politique familiale. C'est absolument indispensable. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse revenir sur une loi qui aura donné des droits sur des enfants. État généraux de la famille, après, avant 2017 ou si la droite revient au pouvoir? Au plus tard, quand on reviendra au pouvoir. Mais si on pouvait d'ores et déjà avoir un projet de loi déjà prêt pour quand on arrive, c'est mieux. Mais en tout cas, quand on arrivera au pouvoir, il faudra lancer cette question. Et j'ajoute, sur le Conseil national d'éthique, puisqu'on n'en a pas parlé, que ce Conseil national d'éthique est un lieu absolument crucial pour débattre des sujets qui vont venir sur la table en matière de famille, que ce soit la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui ou la fin de vie. On va évidemment en parler. De ce point de vue, je pense que évacuer les représentants des religions de ce Conseil national d'éthique, c'est une vraie faute politique de la part du gouvernement. Parce que la laïcité, ça n'est pas la négation des religions. C'est au contraire réussir à faire vivre ensemble tous les Français, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Je reviens juste à l'université. Il y a une mesure, je crois, qui existe en Suède ou dans les pays nordiques, qui consiste à ce que quand un étudiant prend un prêt universitaire auprès d'une banque, son prêt est remboursé s'il réussit ses études. C'est-à-dire, autrement dit, si jamais il ne réussit pas... C'est l'État qui rembourse? Voilà, il y a une disposition qui fait que si jamais il ne réussit pas ses études, eh bien le prêt est pour lui, ses études lui coûtent de l'argent. S'il réussit, en revanche, son prêt lui est remboursé. Alors, est-ce que le mérite va jusque-là, Valérie Pécresse? C'est une idée qui retiendrait votre attention. On a travaillé, quand j'étais à l'enseignement supérieur, sur l'idée d'une garantie de l'État sur les prêts étudiants. C'est-à-dire que l'État se pose en garantie du non-remboursement des prêts étudiants. Moi, je crois que il serait vraiment intéressant de réfléchir à la possibilité de préfinancer les études des étudiants et de leur demander de ne rembourser que quand ils gagnent leur vie. En même temps, il faut faire évidemment très attention à des systèmes qui seraient totalement déresponsabilisants, c'est-à-dire des systèmes où les étudiants pourraient commencer des études, changer de voie, n'être responsables de rien et finalement ne rien rembourser à la fin. Donc il faut vraiment être très vigilant. Je dis ça parce que le projet de RSA Jeunes, qui est en train d'être mis sur la table par le gouvernement, me paraît plein de choses trappes. Je sais qu'il y a des jeunes aujourd'hui dans des situations très difficiles, d'errance, de désocialisation, et que ces jeunes-là, il faut les raccrocher à la vraie vie, les remettre dans une dynamique d'insertion. Mais néanmoins, je dis, attention, 400 € par mois pour signer un contrat d'insertion dont on ne connaît pas encore bien les contreparties, les obligations réelles pour le jeune, c'est à mettre au regard des 580 € que va toucher un jeune en apprentissage à 18 ans, qui se lèvera à 5 h du matin, qui prendra les transports comme M. de Boissieu, et qui ira chez un boulanger, chez un boucher ou chez un poissonnier pour apprendre un métier, ou dans une entreprise du bâtiment pour apprendre un métier. Donc je crois qu'à un moment donné, on parlait tout à l'heure du mérite et de l'effort qui doivent payés, qui doivent être reconnus. C'est une question de reconnaissance. C'est le signal que la société envoie. Donc je mets en garde contre des systèmes d'assistance qui pourraient se transformer en système de déresponsabilisation, donc en soi, surtout pour la jeunesse. Qui vous satisferait, ça? Je crois que si l'idée c'est de dire l'État garantit les prêts étudiants et on demande le remboursement que lorsque l'étudiant a un vrai emploi,
Moi, je crois que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir étudier. Benjamin Rosier, RCF. Pour rester sur l'université, vous parliez tout à l'heure de l'importance de la pédagogie quand on veut faire adhérer les Français à ces réformes. Sur la sélection à l'entrée de l'université, laquelle vous allez privilégier, puisque vous êtes dans un projet? Sur la question de l'entrée à l'université, on a fait énormément de progrès. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'en terminale, on a mis en place tout un système d'orientation qui s'appelle admission post-bac, de conseil d'orientation pour les lycéens. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Grâce à l'autonomie, les universités peuvent aujourd'hui sélectionner dans un certain nombre de filières les étudiants. Mais on nous dit qu'un quart des universités pratiquent le tirage au sort à l'entrée. Oui, mais ça, c'est l'absurdité absolue. Oui. Enfin, c'est l'irresponsabilité d'un certain nombre d'universités qui ne veulent pas exercer leur mission de conseil d'orientation. Aujourd'hui, nous devons aller vers une orientation sélective. C'est quoi une orientation sélective? Tout étudiant, tout bachelier, tout lycéen qui a le bac doit pouvoir entrer dans l'université. Il a le niveau pour entrer à l'université. C'est le niveau du bac. Maintenant, il ne réussira pas dans toutes les filières. Dire à un étudiant qui a un bac professionnel avec 8 sur 20, tu vas faire médecine, c'est absolument impossible. Pour entrer en médecine, il faut avoir un bac scientifique et il vaut mieux avoir un bac scientifique avec mention. On le sait tous, on est à 80% de taux d'échec à la fin de la première année de médecine. Donc c'est suicidaire aujourd'hui de ne pas permettre à l'entrée des études de médecine, une vraie sélection au vu des dossiers, de terminale. On les a aujourd'hui sur Internet. C'est possible. Et c'est possible pour tout. Alors, ce qu'il faut éviter absolument, si on fait cette orientation sélective, c'est que des bacheliers plus fragiles soient exclus du système. Au contraire. Mais on peut les accueillir de manière beaucoup plus, j'allais dire, concrète, beaucoup plus efficace, si on les accueille dans des filières comme le fait aujourd'hui une université comme Paris 2 Assas, par exemple, ou comme le font un certain nombre d'universités qu'on appelle de banlieue, avec tout ce que ça comporte de péjoratif, alors qu'elles font un travail extraordinaire, eh bien, je pense qu'il faut accueillir ces étudiants et leur consolider les acquis. Notamment, on a remis des cours de culture, des cours de mathématiques, des cours d'orthographe. Ben oui, mais c'est socialement très discriminant. C'est tout ce que le lycée n'a peut-être pas su faire, peut-être. Ah mais vous savez que mon projet, il est d'abord sur l'éducation. Moi, je suis comme Michelet, je dis éducation, éducation et éducation. Mais on ne pourra pas attendre la réforme du primaire pour s'occuper des étudiants d'aujourd'hui. Donc, consolidons ces acquis et permettons à cette orientation sélective que tout le monde trouve son chemin de réussite. Pourquoi la sélection se fait encore sur les maths, toujours? Pour beaucoup. Médecine, par exemple, c'est sur les maths. La dernière question, Louis Dauphren. Ah, la réforme des études... C'est ce qui coûte le moins cher. Non, alors... C'est ce qui est plus neutre. Non. Mais on peut être très bon médecin en étant nul en maths. Hein. Valérie Pécresse. J'ai ouvert une passerelle à Bac+5 pour les littéraires qui voudraient revenir faire médecine en deuxième année. Je suis totalement d'accord avec vous. Je considère qu'un médecin, c'est aussi, et j'allais dire à plus de 50% de l'humain et pas seulement du biologique. Et je pense qu'effectivement, nous sommes l'un des seuls pays qui sélectionne uniquement sur les maths pour faire médecine et que ça n'est pas bien. Mais là encore, il faut faire des passerelles entrantes. Les grandes écoles, la plupart des grandes écoles aujourd'hui en France ont accepté de redonner leur place au littéraire. Et une de mes grandes fiertés, figurez-vous, c'est d'avoir mis à la fin de l'Hippocagne et de la Cagne un examen commun pour pouvoir rentrer dans des écoles de commerce. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut revaloriser les études littéraires. On y arrivera à condition de leur donner accès à toutes les filières d'excellence. Très bien, nous allons marquer une dernière pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous retrouverons dans quelques instants notre invitée Valérie Pécresse. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens en partenariat avec La Croix, RCF et Radio Notre-Dame. Notre invitée est Valérie Pécresse, ancienne porte-parole de François Fillon, ancien ministre du Budget et de l'Enseignement supérieur et aujourd'hui auteur d'un livre. Voulez-vous vraiment sortir de la crise chez Albin Michel? Elle est interrogée dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame, Benjamin Rosier pour RCF. C'est Benjamin Rosier qui ouvre le feu de cette dernière partie de Face aux chrétiens. Parlons politique industrielle nationale. Arnaud Montebourg vient de lancer en début de semaine 34 filières, 34 chantiers. Est-ce que ce gouvernement-là, au risque de vous provoquer un petit peu, ne lance pas cette fameuse politique nationale industrielle que la France attend depuis un moment, l'économie France, et que finalement, vous n'avez pas lancé durant ces 10 ans au pouvoir? Valérie Pécresse. Sans préjuger des résultats de ces chantiers. Moi, je me félicite que le gouvernement ait mis, c'est pas complètement dans les traces de Nicolas Sarkozy, sur ces notions d'investissement d'avenir et de, j'allais dire, défense de l'industrie au sens très large du terme, avec tout ce que ça comporte d'innovation. Donc là-dessus, je suis heureuse
au moins du discours du gouvernement. Maintenant, les actes. Les actes, c'est une question de compétitivité. On réimplantera des usines en France, on relocalisera, on incitera les étrangers à investir en France si nous avons un cadre, un environnement qui est attirant, attractif. Et cet environnement attractif, excusez-moi, ce n'est pas la bougeotte fiscale du gouvernement qui va le créer. Aujourd'hui, vous êtes investisseur étranger, vous regardez la France. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, ils ont augmenté de 30 milliards d'euros les impôts sur les entreprises. Ils parlent d'un crédit d'impôt compétitivité emploi qui n'existe pour l'instant pas. J'ai demandé à Pierre Moscovici combien avait été dépensé en 2013. Il m'a dit, on espère 2 milliards d'euros. 30 milliards d'augmentation de la fiscalité, 2 milliards d'euros de crédit d'impôt compétitivité. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de baisse des charges sur les entreprises. Il y en aura peut-être l'année prochaine, mais avec une hausse de l'impôt sur les sociétés qui vient d'être annoncée et qui a été annoncée à la suite d'un psychodrame incroyable où on a changé 5 fois l'impôt qu'on allait augmenter. On allait taxer l'excédent brut d'exploitation, ensuite l'excédent net d'exploitation, on allait baisser l'IS, maintenant on remonte l'impôt sur les sociétés. Enfin, excusez-moi, mais cette bougeotte fiscale, cette instabilité est totalement... Enfin, casse la confiance. Le coût de travail horaire a augmenté sous le dernier quinquennat. Alors certes, il y a eu la crise de 2008, mais le coût de travail horaire, ce sont les chiffres Eurostat, a augmenté sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Non, mais si vous me dites qu'il fallait faire la TVA anti-délocalisation, c'est-à-dire baisser les charges sur le travail et augmenter les impôts sur la consommation plus vite, je fais moi-même mon mea culpa dans le livre. Il fallait le faire avant. Il fallait baisser les charges sur le travail. Il faut baisser les charges sur le travail. Les charges patronales et les charges salariales pour que le travail paye plus. Ça dépend. Aujourd'hui, il faudra augmenter la TVA, pas la TVA à 7% que le gouvernement augmente. Parce que cette TVA à 7%, c'est celle du logement social, des transports publics et de la restauration ou du bâtiment, de la rénovation des bâtiments. C'est pas celle-là qu'il fallait augmenter. Il fallait augmenter la TVA sur les iPads, sur les voitures, sur les biens d'équipement, la TVA à 19,6. Donc le gouvernement fait aujourd'hui une politique de gribouille. La TVA sur les voitures, ça ne va pas arranger l'industrie automobile. Parce qu'on augmente la TVA sur toutes les voitures et on baisse les charges sur celles qui sont produites en France. Et donc, du coup, on donne un avantage concurrentiel à celles qui sont produites en France et on incite les Japonais, les Allemands à venir produire leurs voitures en France pour bénéficier de cette baisse des charges. On crée de l'emploi en France. C'était ce que nous voulions faire. Trop tard, je le sais bien, on l'a fait trop tard. Ça a été abandonné dès l'élection de Nicolas Sarkozy, c'était sur le tapis et puis ça a été abandonné. J'ai toujours été favorable à cette mesure. C'est moi qu'on a envoyé la défendre dans la dernière ligne droite du quinquennat parce que j'étais sans doute la seule ministre qui n'en avait pas dit du mal de cette hausse de la TVA contre la baisse des charges. C'était une mesure très simple, c'était une mesure pérenne. On baissait les charges d'un seul coup, c'était fini, c'était définitif. Là, on nous invente un crédit d'impôt qui va être modifié tous les ans. Vous allez voir comme on a failli modifier tous les ans le crédit d'impôt recherche, c'est une usine à gaz, ça ne marchera pas. Voilà. Donc à côté du discours filière industrielle, une politique de compétitivité et la stabilité fiscale. C'est pour ça que je propose une règle d'or fiscale. On ne change pas un impôt plus d'une fois tous les 5 ans, une fois tous les 5 ans. Après, pendant 5 ans, on n'y touche plus. Et on ne le touche pas de manière rétroactive. On a incité tous les Français à acheter des voitures diesel et on leur dit, du jour au lendemain, le diesel va augmenter. Enfin, c'est hallucinant. Il faut dire, dans 5 ans, nous augmenterons le diesel. Mais laisser aux Français la possibilité de changer de voiture d'ici là. 5 ans pour la vie politique, c'est une éternité. Oui, mais alors, on ne peut pas mener cette politique de gribouille. Gouverner, c'est prévoir. Justement, c'est tout l'intérêt de commencer la bataille des idées maintenant. C'est de pouvoir faire un plan sur les 5 ou les 10 ans qui viennent. De ce point de vue, il y a une chose que Jean-François Copé a dite. Il a dit, il faudra faire des ordonnances. Alors, ordonnance, pas ordonnance... peu importe le moyen, mais l'idée derrière est intéressante. C'est dans les 6 premiers mois qu'on peut lancer des vraies réformes. Parce qu'après, on en voit l'efficacité sur les 5 années qui viennent. Et d'expérience, et je le raconte bien, c'est pas seulement la loi votée qui est importante, c'est toute la mise en œuvre du changement qui est cruciale. Et jamais on ne s'intéresse à cette mise en œuvre du changement qui prend du temps. Donc il faut faire tout de suite en 2017 et il faut arriver prêt. Et il faut arriver prêt avec les idées bien ficelées. Benjamin Rosier, RCF, et puis Louis. Benjamin. Je voulais changer de sujet, la réforme pénale de la garde des Sceaux. C'était sur la TVA. Pardon. Non, mais juste sur la TVA. Augmenter la TVA, c'est pénaliser les familles. Vous pénalisez la consommation. Plus vous êtes nombreux. Mais d'abord, sur les biens d'équipement, ce n'est pas la même chose
que sur les transports publics ou le logement social ou la rénovation des bâtiments ou la restauration. La TVA à 7, celle que le gouvernement s'apprête à augmenter, va directement pénaliser les familles. Quand on augmente de 3% les tarifs des transports publics, c'est horriblement pénalisant pour les familles. Quand on augmente la TVA à 19,6, c'est pour l'achat de biens, d'équipements plus lourds. Donc c'est un peu différent. Et j'ajoute que les familles bénéficient énormément de la baisse des charges, parce que c'est de l'emploi. Et quel est le drame le pire pour une famille ? C'est d'avoir un enfant au chômage, ou un père au chômage, ou une mère au chômage. Benjamin Rosier, merci. Au sujet de la réforme pénale présentée par la garde des Sceaux, donc, cette semaine, la droite crie au laxisme, etc., accuse Mme Taubira de laxisme. On se souvient des peines planchées, des libérations automatiques du temps de précédent quinquennat. Aujourd'hui, on revient sur cette automaticité des libérations par la contrainte pénale. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui ne ressemble pas à du laxisme ? Valérie Pécresse. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne parle pas des deux sujets tabous, des deux dysfonctionnements majeurs de notre système judiciaire. On a deux dysfonctionnements. Le premier, c'est les délais de justice. La justice est trop longue. On a la justice la plus longue du monde. On a parlé tout à l'heure du droit des réfugiés, mais on pourrait parler du divorce, ou on pourrait parler... Mais tout... Le moindre procès en justice dure des années. Et c'est évidemment pareil en matière pénale. Ça n'est pas seulement une question de moyens, c'est une question aussi d'organisation. Je le sais, j'ai été moi-même magistrate. On ne peut pas aujourd'hui dire cela. Je vous donne un exemple. Des comparutions immédiates pour des flagrants délits. Les comparutions immédiates ont un pouvoir extraordinairement dissuasif et préventif de la récidive, puisqu'on sanctionne immédiatement. Par comparution immédiate en cas de flagrant délit. Pourquoi n'y en a-t-il pas le vendredi soir ? Pourquoi n'y en a-t-il pas le samedi soir ? C'est là que tous les délits sont commis, les petits délits, les délits qui pourrissent le quotidien, les rixes, les vols. Bon, eh bien, dans d'autres pays, ils font des séances de nuit le vendredi et le samedi en comparution immédiate. Voilà. Ces personnes, ces voyous, seront jugés, mais ils seront jugés dans 3 mois, dans 6 mois. C'est pas de la prévention. Il faut une justice sans délai. Il faut comprimer ces délais de justice pour plus d'efficacité. Et par ailleurs, l'exécution des peines. Voilà. Alors de ce point de vue, on a nous-mêmes notre part de responsabilité, puisque vous savez qu'on a autorisé par la loi, par l'amendement Le Serre à la loi pénale, l'aménagement des peines jusqu'à 2 ans de prison ferme. C'est trop. Il faut aménager les peines, les courtes peines, les peines de moins d'1 an, pas les peines de moins de 2 ans. 2 ans de prison ferme, c'est déjà beaucoup trop comme condamnation pour faire l'objet d'un aménagement. Il faut, à un moment donné, dire stop. Mais l'exécution des peines est un vrai problème. Il faudrait que les peines soient exécutées, là encore, sans délai. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les aménager. Bien sûr, certaines peines peuvent être commuées en bracelet électronique, en contrainte pénale, pourquoi pas. Mais il faut le faire immédiatement. Là, aujourd'hui, on prononce un jugement, les condamnés sortent libres et les plus endurcis peuvent organiser ce qu'on appelle leur insaisissabilité. Ça veut dire qu'ils peuvent échapper à la condamnation aujourd'hui. Donc, il faut faire attention à un système judiciaire qui, aujourd'hui, effectivement, entraîne un sentiment d'impunité chez les plus endurcis. Alors, on arrive au terme de cette édition de Face aux chrétiens. Valérie Pécresse, je voudrais vous interroger sur une question qui inquiète beaucoup de nos auditeurs, la question des mères porteuses, de la grossesse pour autrui. Ça sera débattu peut-être un jour au Parlement. Quelle est votre position là-dessus ? J'ai eu l'occasion de m'exprimer à de nombreuses reprises, puisque vous savez que j'avais rédigé un rapport en 2006. J'étais le rapporteur de la mission famille, qui était à l'époque défavorable. C'était une autre époque en 2006. Oui, mais qui était à l'époque défavorable à l'ouverture du mariage pour les couples de même sexe, justement parce que les associations de défense des droits des homosexuels avaient été très claires et nous avaient expliqué très clairement, de manière très transparente, ce qu'ils souhaitaient. C'est-à-dire l'égalité des droits, avec tout ce que ça comporte en cascade. Le mariage, c'est pas seulement le couple, c'est aussi la filiation. La filiation, ça n'est pas que l'adoption, c'est aussi la filiation biologique. Et la filiation biologique, c'est pour les couples de femmes la procréation médicalement assistée, et pour les couples d'hommes, les mères porteuses. Et donc, on voit bien la logique du raisonnement. Clair dès 2006. Mais le raisonnement, il est absolument limpide. Donc, et du coup, en refusant, j'allais dire, ces conséquences en chaîne, qui sont des conséquences logiques, eh bien, il fallait refuser dès l'amont. Et c'est pour ça que nous avions, à l'époque, refusé d'ouvrir ces nouveaux droits qui nous étaient réclamés. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'on met le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux. Vous me parliez de constitutionnalité. Vous savez que dans la Constitution, il y a un principe qui est le principe d'égalité. Vous ne pouvez pas donner la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire le droit à des couples de femmes d'avoir des enfants biologiques avec l'aide de la médecine, si vous ne le donnez pas le même droit
aux couples d'hommes. Ça n'est pas possible, ça n'est pas constitutionnel. Donc non, je dis, si nous considérons qu'aujourd'hui la médecine ne doit aider que les cas d'infertilité médicale, à ce moment-là, eh bien, nous avons une vraie protection. Sinon, nous aurons nécessairement l'instrumentalisation des femmes et les mères porteuses. Et moi, je vous le dis, je considère que ça n'est pas possible. Quant à la PMA, on ira vers la PMA pour les couples de femmes, on ira nécessairement aussi vers une question pour les femmes célibataires. Parce qu'il n'y a aucune raison, dès lors que la PMA vient aider des infertilités sociales et non plus seulement des infertilités médicales, vous aurez des demandes, et nous les avons eues en 2006, de femmes célibataires qui n'ont pas trouvé l'homme de leur vie et qui demanderont à avoir aussi le droit à l'enfant. Derrière, c'est la question d'un droit à l'enfant qui est posée. Est-ce que nous sommes une société qui donne le droit à l'enfant ou pas ? Très bien, écoutez, voilà une nouvelle question ouverte. Ça sera pour vous une nouvelle occasion de venir sur le plateau de Face aux chrétiens. Merci beaucoup à vous Valérie Pécresse. Je rappelle le titre de votre livre « Voulez-vous vraiment sortir de la crise ?» aux éditions Albin Michel. La semaine prochaine, notre invitée sera Marie-Noëlle Lienemann, sénateur ou sénatrice socialiste de Paris et ancien ministre. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci beaucoup à vous tous. À la semaine prochaine.